Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour notre traditionnelle émission Jeux 7 et match. Aujourd'hui, direction l'Argentière et le domaine des Ranchis, où Madame Chevalier nous accueille. Merci de nous accueillir pour une émission Jeux 7 et match où on va parler rallye avec un invité exceptionnel. On y reviendra tout à l'heure. On va juste parler rapidement des Ranchis parce que c'est pas pour rien si on est ici, parce qu'on va parler un peu sport. Ouais. Les Ranchis ont décidé de miser sur le sport. Exactement. Avec des équipements exceptionnels. Stade de foot, salle de remise en forme. Voilà, dites-nous un peu ce lieu qui a une histoire. Voilà, présentez-nous un tout petit peu ce domaine. Avec plaisir, Simon. Déjà, bonjour à tous. Effectivement, on est situé près de l'Argentière, mais sur la commune de Chassier. On est des Chassiérois, mais en Val de Ligne. C'est un lieu exceptionnel parce que préservé. Hein, on le voit, on est à 380 degrés dans la verdure. On a commencé agriculteur, tourisme à la ferme, et puis petit à petit, on s'est développé avec un camping sur le Val de Ligne. Ce camping avait une vocation bien sûr à recevoir les vacanciers, puis petit à petit, étant un petit peu loin des sentiers vallons, ruons, on va dire, des sentiers plus touristiques, on s'est posé la question qui nous pourrions accueillir en qualité de notre situation géographique. Philippe étant un passionné de rugby, ben voilà, on a fait un vrai stade de rugby, un hôtel, et nous accueillons maintenant les stages sportifs. Spécificité qui manquait un peu sur le territoire, j'ai envie de dire même Sud-Ardèche, c'était d'accueillir les groupes sportifs en saison et en pleine saison. On parle du hors-saison et du pleine saison. Et l'ambition était que des groupes sportifs puissent venir avec des vacanciers tout en ayant leur lieu dédié. Bon, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Raphaël et on se permet de lui souhaiter aussi les bonnes chances dans son entreprise et surtout un Ardéchois qui court. Je crois qu'on est assez territorialisé hein, et un petit peu... On l'aime notre Ardèche. On l'aime notre Ardèche. Et on aime ces pépites, qu'elles soient sportives ou autres, et on les soutient. Voilà. En tout cas, merci de nous accueillir. Je t'en prie, Simon, merci à toi. On va aller rejoindre, on l'a compris, Raphaël Astier, voilà. Qui va nous en dire un peu plus sur sa carrière et surtout, on va fêter avec lui un tout petit peu ce titre 2022 de champion du monde FIA RIGT. Allez, on est parti, on y va tout de suite, direction la Grange. Allez, on se retrouve ici au domaine des Ranchis avec Raphaël Astier. Raphaël, bonjour, bienvenue sur TV07 dans notre émission Jeux 7 et match. Heureux de te recevoir après cette saison 2022 couronnée de succès. On va y revenir tout au long. On va juste rappeler, vainqueur de la Coupe du Monde FIA RGT, c'est ça? On ne dit pas de bêtises. Au volant de la 110, vous voyez, on va parler rallye pendant ce petit moment. On va évoquer plein de sujets. Le rallye, Raphaël, c'est important en Ardèche. Souvent, je l'évoque dans les émissions, mais on est quand même dans une région qui transpire le sport automobile. Oui, exact, tu as raison. Tout le monde sait que le sport auto... En Ardèche, il y a beaucoup de passionnés autour de ça, parce que pourquoi le Monte-Carlo il s'est déroulé en Ardèche pendant X années. Les groupes B, tout ça, à l'époque, moi malheureusement, j'ai pas connu, mais c'est sûr que l'Ardèche, ça a toujours été un noyau dans le sport auto, enfin, de ce que j'ai toujours entendu dire, quoi. Et est-ce que c'est aussi on va dire, cet amour du rallye en Ardèche, est-ce que c'est ce aussi qui a provoqué chez toi ce démarrage dans le rallye? On va rappeler, tu démarres en 2010, c'est ça? Ouais. Sur une 205. C'est les débuts de Raphaël. Est-ce que cette passion du rallye est venue avec ce que tu as entrevu au niveau de l'Ardèche, ou est-ce que c'est arrivé complètement d'autre part? Ouais, il y a quand même beaucoup de ça, hein, parce qu'en fait, moi, j'ai baigné là-dedans par rapport à mon papa qui tenait un garage automobile Ford sur le Teil.
garage basique mécanique, mais aussi à côté de ça il faisait un petit peu de préparation. Et lui à son époque étant plus jeune, il faisait un petit peu les quelques courses dans le petit secteur d'ici, d'ailleurs à l'Argentière, il y avait le rallye de l'Argentière à l'époque, le rallye du Teil, tout ça, donc il a eu fait ces petites épreuves à lui et il préparait aussi un petit peu de la voiture. Donc moi quand je suis né, il était plus dans la préparation. Il a aidé beaucoup Stéphane Poudrel, qui est juste en face dans la Drôme, là, dans ses grandes années 94-95, où il a eu gagné lui aussi la Coupe de France avec la R5 Turbo. Donc moi, j'étais autour de mon papa et on était à fond là-dedans, en fait. En plus de ça, il me faisait faire un peu de karting. Mais je me souviens beaucoup qu'on allait souvent en Ardèche ou sur le plateau ardéchois pour rouler sur la neige ou même aller voir aussi le Monte Carlo. Donc finalement, ça a été la suite logique. Monter dans un baquet au volant d'une voiture de course, on va dire que c'était un peu la continuité de... Je ne me suis pas forcé, hein, honnêtement. Après lui, malheureusement, je l'ai perdu en 2004. Donc je devais avoir vers les 12-13 ans. Et bon, après, c'était l'époque un petit peu de la 50 à vitesse. Il n'y avait pas encore la voiture, mais il m'avait tellement baigné là-dedans qu'on est toujours resté, même avec mes collègues, à aller voir nous-mêmes des rallyes au bord des routes. Et à 18 ans, quand j'ai eu ma première voiture, j'ai enchaîné directement au plus vite à acheter une voiture de rallye qui était une 205 GTI. Quoi. Donc, ouais. Et puis c'est là que tout démarre. Très vite, tu prends goût. Et très vite, l'envie d'avoir des voitures peut-être un peu plus puissantes. Stéphane Poudrel, tu l'as dit, a joué un rôle important. Tu as pas mal guidé, tu as pas mal conseillé sur le choix des voitures. Tu passes sur une BM, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Rapidement. Donc on laisse la 205, on passe sur une BM. Donc déjà, premier cap. Exactement. On avait fait quelques rallyes avec la 205. Et on avait aussi la chance à l'époque d'avoir un partenaire de Montélimar là, que mon père avait beaucoup aidé parce que ce partenaire-là faisait du trophée Andros. Et chaque année, il jouait le jeu et d'année en année, on augmentait un petit peu les budgets, et ce qui nous permettait aussi d'évoluer dans les gammes de voitures et sur les épreuves. Et Steph était là toujours à chaque fois pour du réglage de géométrie, des conseils. Jusqu'à 2016, il a toujours été là vraiment à nous aider sur beaucoup de conseils. Ouais, surtout que le choix de la BM, il était un peu décalé par rapport à l'époque. Tu aurais pu continuer, on va dire, sur des voitures un peu plus classiques. Là, non, tu as pris BM. Pour un jeune pilote, c'était pas évident. C'était original, mais en fait, moi, j'ai eu ma première voiture pour rouler quand j'ai eu mon permis, c'était une 309 essence basique. Et très vite, quelques mois après, j'avais un petit peu d'argent de côté, j'avais acheté une 320i E30, une BMW, mais juste pour faire le con, quoi, sous le goudron, sous la pluie ou beaucoup sur la neige. Et là, on a eu cette époque, c'était vraiment de 2009 à 2013-2014, là, on n'arrêtait pas tous les hivers, on passait beaucoup de temps sur le plateau ardéchois, de nuit, à rouler sur la neige avec cette fameuse BM. Et dès la vente de la 205, l'idée c'était clair, c'était d'acheter une 325i E30 qui était à l'époque en groupe Z, donc homologué rallye. Et de suite le feeling était là parce qu'on avait quand même l'habitude de la glisse, tout ça, à force d'en faire, sans vraiment se forcer à s'entraîner, hein, mais c'était des automatismes qui revenaient. Et en plus on faisait des résultats sympas dans la catégorie, donc ça amusait un petit peu tout le monde. Mon équipe qui me suivait, c'était tout un groupe de potes que je vois toujours, et ça c'est cool. C'est eux qui me faisaient l'assistance. Les soirs de semaine après les boulots, on était tous ensemble, comme beaucoup font aussi, hein. Mais on était tous regroupés là, et donc chaque fois qu'on allait sur un rallye, on décrochait un résultat correct. Et après, donc on continue. Et puis après, tu passes à la Twingo, au fameux challenge. Là, dimension un peu supplémentaire. Tu te tentes un peu. Moi, je me suis pas. J'ai pas. Alors, c'est peut-être une erreur, mais j'ai pas suivi cette piste de rallye jeune. J'ai jamais tenté ma chance à ça. J'ai pas forcément l'envie, mais j'aurais peut-être dû, hein, mais. Non, j'ai pas suivi cette piste. Alors on s'est dit pourquoi pas quand même faire une formule de promotion un jour quand même. Donc là c'était à l'époque Renault organisait cette formule avec des Twingo RS. Donc c'était la moins chère. Et encore une fois
un des partenaires avait grandement joué le jeu, il nous avait acheté la voiture. Et avec ma petite équipe, toujours mes potes, là, on s'était fait une petite structure. À l'époque, je bossais au garage Renault Auteuil. Ils me prêtaient le fourgon les week-ends pour qu'on parte sur les courses. Et là, c'était déjà du championnat de France quand même. Donc ça demandait un peu plus de logistique. Mais voilà, on s'était filé sur ce trophée pour se comparer un petit peu à des mecs qui ont quand même un peu l'habitude. Après, il n'y avait pas trop de plaisir au volant du coup. Donc c'est sûr que de passer d'une BMW qui fait plus de 200 chevaux à une Twingo R1 qui en fait 130 ou je ne sais plus combien ça faisait. C'était moins marrant, mais il y avait l'esprit un peu compétition qui était un peu plus intense. Mais ça m'avait vaguement plu, quoi. Et bon, après, on n'avait pas des grosses finances pour renchaîner sur une forme de promotion un peu plus costaud. Donc, du coup, on avait vendu la Twingo et on avait racheté une BMW qui était cette fameuse Z3M, là, très originale. Il n'y en avait pas beaucoup en France, je crois qu'il devait y en avoir 4 ou 5, mais qui n'avait pas fait peut-être des exploits, je dirais. Enfin, je ne dis pas qu'on a fait des exploits, mais on a fait quand même beaucoup d'épreuves et on a fait évoluer un petit peu la voiture. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment avec cette voiture-là qu'on a commencé vraiment à entendre parler de Raphaël Astier. Et là, les choses ont commencé un tout petit peu à s'enchaîner avec des résultats vraiment probants. Et puis on avait fait quand même pas mal de courses en Coupe de France. Donc on s'était qualifié une fois à la Coupe de France des rallyes 2015, si je ne dis pas de bêtises, à Samé. Donc là, pareil, on était remontés toutes avec l'équipe, c'était marrant. Et on s'était inscrit au Tour de Corse 2015 avec cette BMW Z3 là, parce que cette année-là, en 2015, le Tour de Corse, donc manche mondiale, se jumelait avec une manche du championnat de France. Donc on avait une aide sur l'engagement où il y avait un truc comme ça, là, et on était descendu en Corse faire cette manche mondiale. Et puis les choses s'enchaînent, on passe à la Porsche. Voilà, on passe à la Porsche et là... la Z3, moi dans mon idée, clairement, c'était de vendre Toto pour passer à sa petite sœur, la Z4. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein. On a vendu cette Z3 et on a acheté une Z4 qui avait attaqué une conception, donc c'était une caisse qu'on avait achetée vraiment de série. Et on a tout dépoilé, on est en train de la concevoir pour faire du rallye avec, mais le chantier est en stand-by. Et entre-temps, j'étais retourné voir Stéphane Pourel en lui disant voilà, putain, on avait un peu déjà cette idée de la Porsche. En fait, et je lui ai dit j'aimerais louer une Porsche. On a quelques partenaires qui voudraient jouer le jeu. Pour ça, à qui il faudrait s'adresser, quoi. Et puis c'est là qu'il m'a dit il faudrait que tu descendes un peu dans le Gard et que tu ailles voir Romain Dumas, quoi. Il n'y aura que lui qui pourra te conseiller et lui, je le connais un petit peu et tu peux l'appeler de ma part. Donc j'avais appelé Romain Dumas. Je lui ai dit voilà, j'ai un petit budget pour rouler avec. À l'époque, il avait cette fameuse Porsche 996 GT3 en GT10, tout orange là. Et du coup, on s'était enchaîné le rallye du Var en 2015 du coup. Donc le dernier manche du championnat de France, comme ça, les partenaires avaient financé un petit peu. Et après 2016, c'est le titre. Le titre. C'était compliqué parce que début d'année, donc. Le budget était vraiment bas, comme souvent. Romain me disait écoute, pars sur le Lyon-Charbonnière, c'est un rallye qui peut être bien pour la Porsche, assez roulant, assez rapide. Donc on avait fait ce rallye chez Charbonnière, on était bien placés. On a eu une petite panne électrique qui nous a fait faux bond et on a dû abandonner. Mais voilà, après je m'étais dit écoute, moi il faut que je sois à mon rallye à ma maison. Au rallye de l'Écureuil, avant j'étais licencié à Laza Montélimar. Il faudrait vraiment que je fasse ça pour les partenaires, ça va peut-être nous redonner un petit coup de boost au niveau finance. Et ils nous avaient mis la Porsche à disposition, on avait gagné le rallye, c'était ma première victoire scratch avec cette Porsche là, avec Valentin Suchet à mes côtés, là, c'était vraiment un bon moment. Et de là, Romain m'a dit écoute, essaye d'enchaîner quelques petits rallyes régionaux nationaux et t'essayes de te qualifier pour la finale, quoi. Mais c'était vraiment, c'était pas du tout le but, quoi, en fait. On essayait de trouver des solutions avec notre petit budget pour rouler. Qui était à la fin, il y en avait presque plus. À un point où Romain nous mettait presque l'auto à dispo pour pas grand-chose. Et c'était un peu tendu. Enfin, il n'osait pas, il savait pas s'il devait le faire ou pas le faire. Et on a réussi à se qualifier, mais vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Au niveau des points, c'était un peu limite. On avait dû aller jusqu'au bout pour pouvoir le faire. On se qualifie, on monte là-haut, donc pareil, on n'avait plus de budget. On s'était fait prêter un camping-car. Je crois que j'avais 4 pneus neufs. Donc je cherchais un petit peu des pneus un peu par-ci par-là. Et Noline-Neville, c'est un profil qui est quand même assez
Il y a du rapide quand même, c'est un peu de la plaine tout ça, mais les conditions météo sont assez dur, délicates. c'est humide. Le Romain, il me disait un petit peu comme ça en rigolant, mais au final, je pense qu'il le disait un petit peu, il le pensait fortement. Tu y vas, je pense qu'on va la gagner cette finale. Puis bon, il y avait quand même Quentin Giordano avec les 208 R5 T16 à l'époque. Il y en avait quelques-uns à R5 quand même, mais bon, je me suis dit non, mais faut pas rêver. Déjà, moi, mon but, c'était de me comparer et d'essayer de devancer Anthony Cosson, qui était en GT10. Et la course se passe et on gagne cette finale, mais enfin, tout s'est bien déroulé, quoi. On était presque avec la bite et le couteau, presque, je dirais, comme on dit souvent. Et finalement, tout s'est enchaîné pour que... C'était fou. C'était vraiment un moment bizarre, mais magique. Et après, les portes s'ouvrent un peu. Après les portes s'ouvrent un petit peu. Ça faisait pas mal d'années qu'une Porsche, en plus elle n'était pas si jeune que ça, hein, une 996, elle n'avait pas gagné une finale. Je crois que ça remonte à Gilles Lanté, la dernière Porsche qui avait gagné. Et donc voilà, on avait eu une proposition là, sur le rallye du Var là, avec une Fiesta WRC là, juste après. Donc ça pareil, les partenaires nouveaux étaient venus là et tout, nous avaient financé ça, c'était incroyable. Mais bon, on n'avait pas de... Je regrette un peu d'ailleurs cette pige là, parce qu'on avait zéro expérience sur de la 4 roues motrices en fait. Et on avait en main une Ford Fiesta WRC sortie de chez Malcolm Wilson, une équipe italienne, je crois, qui avait acheté ça. Elle était neuve. C'était une ex Solberg ou un truc un peu comme ça là, mais vraiment magnifique, quoi. Le rêve qui se transforme un peu en piège, quoi, on va dire. Ouais, un petit piège, je dirais. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir cette opportunité aujourd'hui, voilà. Ouais. Mais voilà, donc au niveau réglage setup, on était quand même à côté de la plaque. Mais... Et après, donc il y a le Monte Carlo. Après, 2017, donc là on décide un petit peu de se lancer à l'international. On s'est dit, allez, pourquoi pas essayer du WRC3, donc catégorie d'euromotrice. Donc là, on rentre en contact avec CHL Sport Auto à Pogre, avec Christophe Lecureux, qui nous branche là-dessus, avec une petite 208 R2, tout ça. Et on se lance au rallye Monte Carlo, mais sans se dire qu'on allait faire tout le WRC3, quoi. Monte Carlo, ça se passe super bien, on gagne le d'euromotrice, on fait une belle place au scratch, tout ça. Et puis ça a enchaîné. Après, on a fait Tour de Corse, tout ça. On a fait 5 ou 6 courses à l'international. Ouais, on termine vice-champion. Il y avait un Espagnol, là, Nils Solans, qui est un mec super, là, qui était bien affûté. Et nous, on avait zéro expérience sur la terre, donc il y avait quand même quelques manches terre. Et ça on a appris, mais eux, ils avaient déjà une petite longueur d'avance sur nous. Donc sur la terre, on avait eu un peu de difficulté. Mais, Et là, tu commences à prendre goût un peu à d'autres rallyes, une autre dimension. Ouais. C'est autre chose. Tu côtoies un autre monde. C'est-à-dire que là, on n'est plus, on plus sur le petit rallye régional. On est sur autre chose. Et là, là, tu te dis quoi à ce moment-là, en fait? Tu te dis, il faut que j'arrive à avoir un volant officiel. Il faut que... C'est quoi l'idée? Sans rien cacher, on l'avait un petit peu cette idée parce qu'on gagne au Monte Carlo. Après, je crois que c'était Tour de Corse, on gagne aussi. Et après, il y avait Portugal, donc, qui était la première manche terre. Là. Et là, je me rappelle, on avait eu rendez-vous avec Oreca, tout ça, qui me suivent toujours. Et il m'a dit, voilà, moi, c'est ton premier rallye terre. Vous avez gagné deux fois là, d'entrée les 2 premières manches. Vous êtes en tête avec quelques points d'avance. Il ne faut pas faire de bêtises. Prenez ça à la cool, apprenez. Même si vous ne gagnez pas là-bas, c'est pas grave. Il faut... Et on était monté crescendo sans faire de faute, on était même deuxième, je crois, de la catégorie, là, à quelques secondes de la première place. Et dans l'avant-dernière spéciale, je pense que c'était à Fafé, là-bas, au Portugal. Je me mets un petit peu trop à l'extérieur sur un freinage, mais sans méchanceté, sans trop en vouloir, mais on tape un rocher, bon bref, on ouvre la roue, on abandonne. C'était la dernière journée, donc il n'y avait pas de super rallye. Donc là, on avait pris un gros coup de barre, mais c'est vrai qu'en milieu de saison 2017, même jusqu'à la fin, on avait un peu cet espoir de se dire peut-être qu'on va pouvoir peut-être toucher un petit peu plus haut avec des pistes nouvelles, mais bon, ça a stagné un petit peu. Ouais, mais on va être clair, Raphaël. Beaucoup de prétendants et les places, on le voit aujourd'hui dans ce qui se passe. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus de facilité en circuit, de ce que j'entends dire. Ouais. Les partenaires sont plus présents, il y a peut-être un peu plus de monde, plus de facilité, je pense. Et tu repars là aussi, quelque chose d'un peu spécial avec la Fiat.
c'est ça. Hein, 2018, l'équipe Milano Racing de Marseille nous branche là-dessus. Parce que, bon, ils avaient bien vu qu'on était un peu quelqu'un de typé propulsion, on va dire. Et Stabart, là, qui était une super caisse, il nous avait branché sur cette coupe FIR GT. Donc la première fois qu'on faisait ça, Romain Dumas avait gagné juste avant, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et on part là-dessus, donc Tour de Corse, il y avait je ne sais plus quel rallye, Rome, tout ça, Baroum. Et alors encore une fois, on n'était pas énormément dans cette catégorie, mais il y avait quand même toujours un mec de pointe là, qui était Nutita, un Italien là, avec une Abarth aussi du coup là, qui était très très affûté, un peu fou. Quand il sortait pas de la route, ça claquait des forts chronos. C'est vrai, c'était tout le temps ça. Mais il faisait un petit peu des erreurs quand même. Et c'est ce qu'il a un peu claqué. Et on gagne cette coupe FIR GT en 2018. Ouais. Et ça nous avait fait un grand bien, mais c'est pas ce qui nous avait fait remettre dans le bain de l'espoir. Et puis au milieu de tout ça, il y a quand même une expérience extraordinaire au Pikes Peak, ça aussi, c'est quand même une sacrée expérience. Hein, je pense que dans la vie d'un pilote, c'est quelque chose d'important. C'est un lieu mythique. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la course de côte par excellence, qui s'était fait connaître à l'époque, notamment avec les groupes B, Peugeot qui étaient allés, toutes les grandes marques qui sont allées. Et toi, tu vas là-bas sur une Porsche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ça, encore une fois, ce projet, c'était complètement dingue. C'était en 2016 là, que ça s'était dégoupillé. Je remonte du sud, je m'arrête à Signes au Castellet voir un peu l'équipe Oreca, mais rien de juste pour boire le café quoi. Et puis c'était Anthony Mégévan qui travaillait là-bas à l'époque là, qui me dit putain, on était à table comme ça, on buvait le café, il me dit Raph, ça te dirait de faire Pikes Peak? Au fait là, j'y pense. Je me Pikes Peak, moi, c'est pas que j'en rêvais, mais j'ai toujours, comme beaucoup d'autres, j'ai toujours vu un peu ces images. En plus, rien à voir, mais mon père adorait les États-Unis, tout ça, ces grands environnements là. Et moi, j'étais un peu aussi attiré par ça. Quoi. Je lui ai dit, bah, écoute, je te dis oui, mais sors-moi du détail. Quoi. Il me dit, bah, écoute, je t'explique, il y a Romain Dumas qui envoie des pilotes gentlemen chaque année là-bas sur cette course. Et là, on a la voiture qui est partie par conteneur, elle est dans le bateau et le pilote se retire. Bon, il y avait un problème familial ou je ne sais pas ce qu'il y avait. Mais la voiture est partie, donc il faut qu'on trouve absolument quelqu'un. Je lui dis, bah, écoute, bloque tout. Moi, là, je te dis oui comme ça, mais là, je remonte sur la route chez moi et je vais appeler deux, trois partenaires. Quoi. Et ça s'est fait vraiment comme ça. Mais après, il me dit, c'est bon, t'es à jour ton passeport? Je dis, non, mon passeport, il n'est pas à jour. Il restait 1 mois et demi, je crois. Mon passeport n'était pas à jour et tout, on avait tout refaire, c'était assez... Et sur le retour, là, j'ai appelé des partenaires là, qui étaient bien costauds. Là. Il me dit, ouais, tu y vas, t'inquiète pas, j'assure, tu dis oui, tu t'inscris, on y va. Et donc ça s'était fait comme ça, sur un coup de café, alors que je n'avais pas du tout prévu de m'arrêter ce jour-là à Oreca pour discuter 2 minutes. Quoi. Et le bilan? Et le bilan, on avait été élu meilleur rookie cette année-là. Là. Donc on avait fait 2e de la catégorie. Après à Pikes Peak, il faut vraiment de la puissance. Là, c'était une Porsche Cup basique qui était déjà super. Hein. Ce volet-là se termine et puis on passe bien à la 110. Ouais, c'est ça. l'Alpine. Ouais, et là, tu mets le pied dans quelque chose qui est un peu mythique. Alpine qui revient, on va dire, à la compétition avec cette voiture. Et puis là aussi, tout s'enchaîne parfaitement. Le titre, ça fait, je crois, depuis 1973 qu'Alpine n'était pas allé chercher un titre de champion du monde ou de vainqueur de la Coupe du Monde. Est-ce que là, tu sens qu'avec Alpine, il s'est passé quelque chose? Ou tu n'es pas arrêté à la marque? Est-ce que toi, dans ton esprit, quelle est la relation avec Alpine, voilà, par exemple? Parce que c'est quand même des voitures mythiques. Là, on parle vraiment de mythes dans le sport auto. Ce qui est marrant, c'est quoi? Tous les gens plus âgés, je dirais, sont fans de cette nouvelle voiture parce qu'ils l'ont connue dans la version d'avant. Et ce qui est super, c'est que la nouvelle version ressemble énormément. On revoit toutes les formes de la berlinette de l'époque. Donc sur ça, ils ont réussi leur coup. Et ça s'est fait encore une fois pareil. Je voyais un petit peu beaucoup de vidéos en fait de cette Alpine, tout ça, que ça soit en essai ou en course. Et ça m'a attiré comme ça en la voyant. Je trouvais que la voiture elle était belle, tout ça. J'entendais des beaux retours, un point de vue perfo. Et c'était en 2021. Là, j'ai branché Fred, mon coéquipier, Fred Vauclard. Je lui ai dit écoute.
j'appelle Chazelle, à l'époque Chazelle Technologique, je crois que c'était une des premières équipes en France à l'avoir eu avec Team FJ. Je leur ai dit, j'appelle Chazelle, on les branche, on essaye de se faire un Monte-Carlo, on verra bien. En plus, je savais qu'il y avait Manu Guigou, tout ça, il y avait Cédric Robert en 2021, il y avait quand même un peu des têtes là. Et je lui ai dit, on se tente, on se lance là-dedans. Et c'est vrai j'avais pas eu tort, quoi. La voiture était juste fantastique. Les premiers kilomètres d'entrée, j'avais été bluffé par le châssis. Alors, à savoir que l'Alpine A110 a des assistances de pilotage. On a un peu de l'anti-patinage et de l'ABS. Moi, je suis anti tout ça. Enfin, au début, j'étais pas trop pour. C'est compliqué, ouais. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, Renaud Chazelle m'a dit, mais essaye un petit peu. Et c'est dur à dire, mais malheureusement, dans un sens, c'est plus perfo avec l'électronique. Enfin, l'humain ne peut pas tout compenser, on va dire, alors, par rapport. Quand je dis électronique, la voiture ne fait pas ce tout. On peut doser, on peut juste en mettre un petit peu et nous accompagner un peu derrière. Donc ça, c'était redoutable en fait, comparé à la Barth qui était déjà super en moteur, c'était dingue. Et là, est-ce que derrière, tu as senti une marque derrière toi quand on a vu les résultats arriver, la victoire au Monte-Carlo, et puis les résultats qui se sont enchaînés, le titre qui se rapprochait. Est-ce qu'Alpine a été derrière toi ou une nouvelle fois, c'était l'amateur pur qui se débrouillait, on va dire on était quand même toujours dans un cadre amateur, malheureusement. Bon, Alpine, je pense qu'ils en ont vendu quand même beaucoup des RGT. Donc, je dirais on n'aurait pas gagné la Coupe du Monde FIA RGT, ça aurait été une Alpine derrière qui l'aurait gagné, avec Manu Guigou par exemple. Mais non, on a été en mode quand même encore débrouille, je dirais. Bon, on a eu un petit peu des aides par-ci par-là, mais c'était pas, il n'y avait rien d'officiel, tout ça. Non. Et est-ce que ça te laisse un peu des regrets quelque part? Ouais, ou avec le temps, tu te dis, bon, maintenant, de toute façon, c'est comme ça. Ça fait toujours un petit peu mal, je dirais. Enfin, en 2018, on avait gagné la coupe avec la Barth. Et bon, pour le développement de l'Alpine, on n'a pas trop été appelés, quoi. Ils ont fait rouler des pilotes qui n'étaient pas forcément des pilotes de type propulsion, on va dire. Voilà, j'avais été un peu déçu pour ça, de ne pas être contacté pour au moins un petit test pour du dev. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, Raphaël Astier a des regrets sur... Est-ce qu'à un moment donné, il dit, si j'avais su, un moment clé, par exemple, de ta carrière, où tu t'es dit, là, peut-être j'aurais dû faire comme ça m'aurait ouvert des portes. Par exemple, tu as parlé tout à l'heure de l'opération Rallye Jeune. C'est marrant parce que j'étais avec Bruno Sabi la semaine dernière et il a justement parlé de l'opération Rallye Jeune et il disait que c'était quand même aujourd'hui le moyen pour des jeunes d'accéder vraiment au haut niveau. Est-ce que ça, quelque part, tu te dis, j'ai peut-être loupé le coche ou quelque part, ou est-ce que c'est autre chose? Ouais, tu n'as pas tort. Je regrette un petit peu ce côté filiale Rallye Jeune parce que, comme tu dis, ça, quelqu'un qui veut s'exprimer, je crois que ça coûte 20 € l'engagement ou l'inscription. Tu y vas, tu fais ton slalom pour un peu que tu sors du lot. Bon, c'est du boulot quand même, parce qu'il y a beaucoup de participants et ça doit être juste un slalom et un demi-tour, c'est super dur. Là, j'ai Tom Vauclair, qui est le fils de Fred, là, qui le fait plusieurs répétitions là, et à chaque fois il est pas loin de la vérité, mais c'est pas simple. Mais oui, ça je le regrette parce que autant bien tu gagnes ça, on le voit, ça fonctionne. Tu as une saison complète financée et tu es suivi par la FFSA et qui te guide dans toutes les bonnes positions. Donc la personne qui n'a pas trop de budget, c'est le parcours parfait, je dirais. Mais mon plus gros regret, c'est, j'en reviens un petit peu en 2017, là au Portugal, où je te disais ce fameux premier rallye terre, où on fait un échec, et je pense que cet échec-là, peut-être ça aurait changé un petit peu la donne. Ouais, comme quoi, ça se joue des fois à pas grand-chose. Pourtant, je peux pas, comment dire, mon coéquipier Fred m'avait bien drivé tout ça. C'était le dernier jour, je m'en rappelle bien. Mais tellement drivé peut-être à un point où ça te met une autre pression, de dire putain, il faut vraiment rester au milieu, il faut pas aller à la faute. Et ça te peut-être trop de pression à ce niveau-là, ça te déstabilise. Et puis je suppose que pour un pilote, c'est hyper frustrant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, te dire que
Bah, globalement, il faut rester sur la route Mm, mm, plutôt que d'aller chercher peut-être Ouais. ouais, ça, c'est peut-être aussi Ouais, quelque chose de pas après, évident, quoi, à ouais, gérer. ouais. Ouais, il y a eu un peu des regrets, hein, c'est certain, mais aujourd'hui, ouais, c'est passé quand même un petit peu. Ouais. Et puis, dans une carrière, il y a des rencontres. Mm. Et à un moment donné, il faut avoir les bonnes Ouais, rencontres, ouais, rencontrer les bien bonnes sûr. personnes Ouais, au bon ouais, moment. Et ouais, ça aussi, c'est pas évident. ouais, ouais. Je suppose qu'il y a de la Ouais, frustration quand tu dois voir certains pilotes. Aujourd'hui, au après, volant de voiture mm, d'usine, tu te dis, mais mm, non, c'est pas mm, possible, quoi. Je veux dire, ouais. ça va être Ouais, il compliqué. faut rencontrer, comme tu dis, les bonnes personnes au bon moment, mais il faut être aussi, on me l'a souvent dit, et je le sais, hein, je le reconnais, il faut savoir se vendre un petit peu, quoi. Ce que je pense, c'est pas assez faire, malheureusement. Mais après, on est comme ça. C'est dur de se changer, comment dire, s'inventer un peu un autre personnage, une autre façon d'aborder les choses. C'est pas simple, hein. Et ça, je pense que d'être pas assez en avant, de pas oser des fois, je pense que ça nous a privé de pas mal de trucs. Ouais. Oui, et puis c'est pas évident de passer d'une situation où tu es là pour du plaisir, Mhm. Ouais. conduire une voiture, comme tu Mhm, l'as dit au mhm, départ, mhm. pour se faire Ouais. plaisir, et après basculer dans autre chose où, comme Mhm, tu l'as dit, il y a piloter, mais aussi il faut assurer mhm. le reste, hein, Ouais, c'est-à-dire ah ouais, faire clairement. tourner une équipe, Ouais, ouais, et ouais. ça, c'est pas évident. Ouais. Non, non, c'est dur. C'est dur. Là, ça fait depuis 2017 que régulièrement, après le travail, tu appelles tes partenaires, un petit peu, hein, voilà, on a ça comme projet, donc c'est monter des financements, il faut que ça plaise, il faut renvoyer l'ascenseur, donc ouais, il y a des fois où c'est un peu compliqué, ouais. Moralement, tu te dis, oh, laisse tomber. Là, cette année, par exemple, hein, quand on est arrivé au mois de juin, il restait Rome et Barum, il restait 3 courses. On sortait d'un Canary où on avait fait deuxième, on avait fait une Mm. petite erreur. Donc là, il y avait un petit peu de carrosserie. Donc qui dit carrosserie dit un peu d'argent. C'était un peu tendu, mais on avait un adversaire qui était super en face, Manu Guigou. Là. Ouais. Nous, notre but, c'était clairement ça, hein, d'essayer de contrer cet ambassadeur Alpine quand même, et la personne qui avait fait tout le développement de la voiture. C'était notre but. Et dans cette période-là, financièrement, c'était un peu tendu. Et on n'y arrivait pas trop, c'était début d'été, il y avait pas mal de chefs d'entreprise qui partent en vacances, donc difficile à contacter, tu veux pas trop faire le lourd. Donc sans cette période, quand tu n'as pas trop de retour, tu te dis ouais, laisse tomber, Ouais. tant pis, c'est comme ça, on arrête. Et puis non, ça... ouais, c'est très spécial, il y a des moments où c'est vraiment pas marrant. Et puis, tac, du jour au lendemain, il y a un petit truc qui se déclenche, ça te remet de la motivation à fond. Bon, le programme 2023 de Raphaël, c'est quoi? Écoute, maintenant, bon, aujourd'hui c'est encore un petit peu flou. On avait pensé à refaire un Monte-Carlo, mais ça m'embêtait un peu de refaire un peu la même chose que l'année dernière. Il est encore une fois dans le sud. Là, on a peut-être une idée sur le championnat de France, toujours avec une Alpine, ça c'est quasiment certain. Comment tu vois l'avenir du rallye, toi, aujourd'hui? Compliqué, je pense. J'ai peur qu'il ne nous reste pas énormément d'années, ou alors ça sera bien différent. C'est quand même assez flou dans ma tête, mais quand on voit les petits rallyes régionaux, nationaux, ou quand je côtoie Bernard Vialard, directeur de la Ardèche, qui me dit à chaque fois, putain, le Bas-Vivarais, c'est compliqué, il y a des communes à qui ça ne plaît plus. Donc quand j'entends ça, je me dis, sur des petits rallyes comme ça, je pense que ça va se diminuer petit à petit. Et enfin, j'ai peur que ça se passe comme ça et plus vite que ce qu'on le pense peut-être. C'est quand même un paradoxe parce que, en effet, il y a de la difficulté pour organiser ces rallyes-là, mais d'un autre côté, quand tu vas sur ces rallyes, on voit le monde qu'il y a, c'est tout à fait paradoxal. Qui fait mal. Après, le rallye, ça reste quand même compliqué. Bon, on voit en circuit, en rallycross, ils commencent à mettre du 100% électrique, ce qui est super hein, pour l'avenir, je pense. En rallye, en WRC, ils les mettent en hybride, mais il y a très très peu d'utilisation de ce mode électrique en WRC. Je ne sais pas. Moi, mon but, clairement, c'est d'essayer de profiter quand même encore un maximum du thermique. Après, l'électrique, si on peut y mettre un petit peu... si on peut mettre l'électrique dans le rallye, pourquoi pas, si ça peut nous aider à continuer un peu d'organiser
ce type de discipline. On sait que tu es licencié à Lazare Ardèche, hein, c'est ça. Ouais. Une ASA qui est bien vivante, on a vu, on a parlé, ils ont relancé le rallye du Bas-Vivarais. Et puis quand même, même si on avait une note de pessimiste il y a quelques secondes, il y a des jeunes quand même qui démarrent. Voilà, on pense notamment à Jimmy Masclou ou d'autres. Si Raphaël Astier avait un conseil à leur donner? Je conseille fortement d'essayer cette formule rallye jeune. Il n'y a pas... Pour très peu, tu peux peut-être faire la différence. Au moins l'essayer. Je ne sais plus quel âge il a, Jimmy, mais je crois qu'il a déjà essayé l'année dernière. Ouais, d'accord. Ouais. Mais voilà, ou alors s'intégrer dans une... Si c'est vraiment la discipline rallye qu'ils veulent essayer de faire à 100% et peut-être, pourquoi pas, d'en faire un jour leur métier, formule de promotion. C'est, je pense, pour moi, la meilleure piste. Ce que je n'ai pas forcément prise, mais je pense que c'est là où tu es le plus regardé. Bon, est-ce qu'on risque de voir Raphaël Astier au rallye l'Ardèche ou au rallye du Bas-Vivarais? Il va falloir, parce que cette année, 2022, je leur avais dit oui, c'est bon, on sera à l'Ardèche, mais ça fait coup sur coup 2 fois là, qu'on essaye à chaque fois de trouver une alpine pour ce moment-là, et réellement, on est toujours bloqué avec ça. C'est soit la voiture n'est pas disponible, soit il y a une histoire de budget, mais ça fait 2 fois que j'y suis pas, que j'avais dit que j'y serais, j'y suis pas. Mais là, 2023, il va falloir y être quand même, parce que ça va commencer à gueuler. Ouais. Non, surtout que le parcours, il est super, quoi. Ouais, magnifique. Là, ils ont 2 rallyes, l'Ardèche nationale et le Bas-Vivarais en régio. Là. Même le Bas-Vivarais, quand je vois le nombre de personnes qu'il y a sur la spéciale de l'ANAS, là, c'est chaud quand même, c'est bien. Ouais, ça donne envie d'y être. Ouais, franchement bien. Et puis c'est vrai qu'au niveau de l'Ardèche, on a la chance d'avoir des pilotes avec des belles voitures, que ce soit Bruno Ginoux, Arnaud. Et puis là, c'est quand même bien que Bernard Vialard ait pu reprendre un peu les rênes. Là, on sent, c'est quelqu'un qui est passionné. Hein, il y a quand même pas mal de personnes qui le connaissent. Et on sent qu'il met beaucoup de dynamique là-dedans, quoi. Et ça... C'est chapeau à lui et son équipe. Ouais. Bon, mais écoute, Raphaël, je pense qu'on a fait le tour un tout petit peu de la question. Moi, j'ai été vraiment heureux de te recevoir parce que tu es un pilote de rallye sympathique qui a réalisé vraiment un amateur. Je crois que ça, il faut vraiment le noter et c'est pas évident. Content de cette mise en valeur, content de cette rencontre. On te suivra comme on le fait, hein, on le rappelle dans les émissions hebdomadaires. On n'hésite pas à relayer les résultats. On te souhaite bonne chance avec ces défis. On va surveiller le championnat de France et on espère que notre Ardéchois va arriver à relever les défis comme il sait le faire. Et puis on se dit à très bientôt. À bientôt, ça marche. Merci. Merci à vous.